Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, je vais poursuivre le chapitre consacré à la question de la signification des phrases. Vous vous souvenez que je vous avais rappelé la dernière fois que l'un des grands principes de base de la sémantique de la phrase, c'est le principe de compositionnalité qu'on doit à Frege, Gottlob Frege, dont on a déjà parlé au sujet de la différence entre Sinn et Bedeutung, entre sens et référence. Et cette notion de compositionnalité, elle dit quelque chose de tout à fait intuitif, de tout à fait simple. C'est l'idée qu'on obtient le sens d'une phrase par la pure et simple combinaison du sens des mots qui composent cette phrase. Donc si je connais un certain nombre de mots, si je connais les mots employés dans la phrase, si je connais la syntaxe de la langue, eh bien, je suis capable, par compositionnalité, de déduire le sens de la phrase. Alors, ça fonctionne en général, évidemment, c'est un principe qui est absolument indispensable en sémantique, c'est-à-dire si le sens d'une phrase n'avait aucun rapport avec les mots qu'il y a dans la phrase, évidemment, l'accès au sens des phrases serait totalement impossible. Donc il faut bien qu'il y ait ce rapport de compositionnalité. Seulement, cette notion de compositionnalité, elle n'est pas l'alpha et l'oméga de la sémantique pour la phrase. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être comprises pour comprendre une phrase au-delà de ce que nous permet de déduire la pure et simple compositionnalité. Alors, on a vu que pour s'intéresser à cette question, dans notre perspective, c'est-à-dire la perspective qui consiste à examiner les structures linguistiques les unes après les autres, mots lexicales, mots grammaticales, phrases, textes ou discours, eh bien, il faut s'intéresser à la phrase toute seule, parce qu'après, on verra la question du texte ou du discours, sans faire de différence importante entre les deux. Mais avant d'examiner la question du texte, il y a une question qui se pose simplement déjà au niveau de la phrase. Et pour pouvoir traiter cette question au niveau de la phrase isolée, eh bien, il est utile d'exploiter cette notion développée par Mingnaud de phrase sans texte, donc d'une énonciation aphorisante, qui permet de produire des phrases. Et qui est quelque chose aussi, qui est une espèce d'universel dans les langues, dans toutes les langues. Il y a ça. Donc, on s'intéresse à des phrases isolément d'un texte, pour essayer de comprendre. Vous voyez, c'est une sorte de méthode. Bonjour, je vous en prie. C'est une méthode qui permet d'analyser la signification palier par palier. Donc là, on est au palier de la phrase. On ne s'intéresse pas donc aux phrases dans lesquelles qu'on ne comprendrait pas parce qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, parce que ça nous renvoie à la question de la signification du mot. On s'intéresse à des phrases, mais à des phrases isolées. Alors, on s'était arrêté la dernière fois sur des proverbes africains que j'avais pris volontairement parce que des proverbes comme « même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu »,« accroche ton sac là où tu pourras le décrocher », ce sont effectivement des phrases dont on connaît chacun des mots, mais bon, il n'est pas certain que sans les connaissances culturelles auxquelles ces proverbes sont associés, on puisse dériver simplement par compositionnalité le sens. Par compositionnalité, on dérive un certain sens, mais on ne peut pas considérer que c'est le sens du proverbe. Donc, on a vu que pour deviner, que c'était quand même assez difficile de deviner le sens de ces proverbes, et malgré tout, une fois qu'on a l'information, si vous voulez, on comprend véritablement le proverbe. C'est-à-dire qu'on le comprend après coup. Une fois qu'on nous a expliqué, on comprend le proverbe. Il devient transparent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, signifie que c'est un plaidoyer pour l'approximation, si vous voulez. C'est-à-dire que même si des solutions sont un peu bancales, pas tout à fait idéales, elles permettent même une solution moyenne permet quand même de résoudre un problème. C'est mieux que pas de solution du tout. Donc même de l'eau sale peut éteindre le feu.
vous voyez que, en plus, si vous voulez, quand vous prenez la compositionnalité, vous allez dire pourquoi dans le proverbe on parle de l'eau sale, qu'elle soit propre ou sale, l'eau elle éteint le feu de toute façon. Hein. Mais on voit bien que l'eau sale, ici, l'adjectif sale, vise à apporter une espèce de caractérisation comme si l'eau dont on parlait avait quelque chose d'imparfait. Hein. Donc on voit bien que le rapport avec le sens du proverbe, il est en rapport avec le sens de la phrase, avec le sens des mots dans la phrase, mais il n'est pas en rapport immédiat. Mais en revanche, rétrospectivement, c'est transparent. Une fois qu'on a compris le sens, on comprend le rapport entre cette espèce de situation. Parce que le proverbe, c'est toujours comme ça. Hein. Ça vous décrit une situation très concrète, très pratique. Hein. J'éteins du feu avec de l'eau sale. Et en fait, cette situation un petit peu prototypique, elle vise à désigner, par généralisation, toute une catégorie de situations. Bon. Donc, ce qu'on peut conclure de l'examen de ces premiers cas, c'est que, certes, on a quelque chose d'un petit peu énigmatique dans ces phrases, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas comprises tout de suite, comme je comprends, par exemple, une phrase du type « Pouvez-vous fermer la porte ?» Voilà, par compositionnalité, je comprends la phrase, j'épuise totalement le sens de la phrase. Hein, et je comprends que c'est une demande polie de fermer la porte. Bien. Des phrases comme celle-ci, les phrases proverbiales, ont un sens qui n'est pas aussi immédiat que le sens des phrases qui s'obtient par simple compositionnalité, mais en même temps, ce sens, il est énigmatique pendant pas très longtemps, hein, puisqu'on peut entièrement l'expliciter par paraphrase. Hein, c'est exactement ce que j'ai fait ici, en mettant, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Je donne un équivalent, une sorte de traduction, si vous voulez, du proverbe, mais qui signifie la même chose. Hein. Certaines solutions sont efficaces, même si elles ne sont pas idéales. Alors, j'avais terminé en vous faisant remarquer que, évidemment, comment on s'en sert des proverbes, hein? Je veux dire, on est dans une situation donnée, et puis on va dire quelque chose. Par exemple, je ne sais pas moi, on va dire les chiens ne font pas des chats, pour dire, voilà, on parle du fils de quelqu'un qui s'est comporté d'une certaine façon, à l'image de la façon dont son père ou sa mère se comportait, eh bien, on va dire, voilà, pour rendre compte de cette situation à partir d'une formule générale. Mais évidemment, si vous êtes dans une situation qui correspond au proverbe, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, vous serez, à un moment donné, si à un moment donné vous êtes amené à énoncer ce proverbe, on voit bien que l'énonciation proverbiale, elle a une sorte d'avantage par rapport à si dans la même situation, vous disiez simplement « Ah, certaines solutions sont efficaces, même si elles ne sont pas idéales ». Vous pouvez résumer une situation en disant ça, en disant « Voilà, bon, je sais pas moi... imaginons, vous avez un très mauvais professeur de linguistique, hein, mais bon, il vous apprend quand même 2-3 trucs, d'accord ? Bon, donc c'est pas idéal, mais vous pouvez en parler entre vous, hein, ce professeur de linguistique qui est un peu nul, mais bon, qui quand même vous apprend 2-3 choses, et voilà, l'un de vous peut dire, ah bon, oui, bon, de toute façon, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Mais ça ne revient pas tout à fait au même que de dire oui, bon, certaines solutions sont efficaces même si elles ne sont pas idéales. On voit bien que dans un cas, il y a une sorte d'énonciation qui est un peu détachée, qui décrit la situation de manière complètement plate. Et puis dans l'autre cas, le proverbe, il a cet avantage de rendre imagé. Hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'image dans le proverbe, qui va décrire la situation, mais en ajoutant quelque chose d'un point de vue cognitif, qui est cette dimension métaphorique imagée. Si les proverbes n'avaient pas d'avantage, parce qu'au fond, les deux phrases, certaines solutions sont efficaces même si elles ne sont pas idéales, ou même avec l'eau sale on peut éteindre le feu, ces deux phrases s'appliquent exactement aux mêmes situations. Alors pourquoi il existe des proverbes dans les langues ? Précisément parce que ça permet de dire des généralités tout en ajoutant un effet cognitif qui est un effet d'image. Bien, mais je passe sur ce point. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de noter que je peux entièrement expliciter le sens de ces phrases par paraphrase. Alors,
l'étude des proverbes, ça s'appelle la parémiologie. Hein. J'ai noté le mot si vous ne le connaissiez pas. En linguistique, en tout cas, ça s'est développé beaucoup ces dernières années. Notamment, Georges Kléber, un sémanticien dont on aura plusieurs fois l'occasion de parler, a écrit des choses tout à fait intéressantes sur le sujet. Et voilà, on sait à peu près maintenant comment doit être structurée une phrase pour pouvoir fabriquer un proverbe. Alors, deuxième série d'exemples. 2 phrases de Lacan. Donc, vous voyez, à nouveau, on est dans des phrases sans texte, hein, des phrases qui circulent comme ça et qui n'ont pas besoin qui sont détachées d'un texte. Ils sont donc des énonciations aphorisantes. Il n'y a pas de métalangage. Premier exemple de Lacan, qui vient des écrits. Deuxième exemple, il n'y a pas de rapport sexuel. Et puis, troisième exemple, de Blanchot cette fois-ci, sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Alors, évidemment, ces phrases ne sont pas des proverbes. Hein. On pourrait, je ne vais pas le faire là, mais on pourrait facilement montrer qu'ils n'ont pas du tout les structures linguistiques qui permettent de parler de proverbes dans ces cas-là, mais ce sont quand même des espèces de phrases, de formules, d'aphorismes, si on veut. Qui sont connues, pour certaines vous les aviez peut-être déjà entendues, hein, les 2 premières en particulier, les Blanchot, peut-être que c'est un petit peu moins connu, mais les grandes phrases de Lacan, du genre il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas de métalangage, elles ont beaucoup circulé, sont très connues. Alors là aussi, on connaît tous les mots. Hein. Bon, métalangage, c'est un peu plus technique, mais enfin, comme vous avez fait quand même un peu de linguistique, vous savez qu'un métalangage, c'est un langage qui parle du langage. Il y a le métalangage grammatical. Bon, quand on parle du langage, on utilise ce qu'on appelle un métalangage. Hein. Ça vient de la logique. C'est un langage au 2e degré, un langage qui parle du langage. Bon, alors, le problème avec ces énoncés, c'est qu'ils sont paradoxaux. Il n'y a pas de métalangage, alors que on a l'impression qu'il y en a du métalangage, hein, puisqu'on peut toujours parler du langage. Donc il y a bien quand même du métalangage. Il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, je ne vous fais pas un dessin, mais en principe, il y en a quand même. Sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. C'est bizarre, parce que, je sais pas, nous, là où nous sommes, nous ne sommes pas en prison, au moins dans un certain sens, mais bon. Donc ces phrases posent un problème de compréhension, au-delà d'un problème qui serait posé par le sens des mots. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour connaître le sens? Alors, prenons la première et je vous donne un exemple. Hein, il y en aurait des dizaines, mais je vous donne un exemple d'interprétation possible qui vient d'Evelyn Grossman dans un livre intitulé L'angoisse de penser. Et si ça vous intéresse, hein, vraiment si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder l'ensemble du texte dans le lien que j'indique en haut. Alors, on peut lire ensemble, si vous voulez, pour voir comment le sens d'une phrase comme celle-ci peut être un peu explicité. Comment on fait? Alors, cette phrase bien connue de Lacan, il n'y a pas de métalangage, je l'ai toujours trouvée à la fois énigmatique et bouleversante. Bon, énigmatique, ça on vient de le dire, bouleversante, bon, ça c'est chacun. Il y a en elle quelque chose qui, pour moi, consonne avec la phrase de Hölderlin « Nous sommes un signe sans interprétation ». Phrase d'une redoutable difficulté pourtant, d'autant plus que le terme même de métalangage risque de prêter à confusion. L'usage qu'en fait Lacan n'entretenant qu'un rapport distant avec le sens restreint que lui donnent les linguistes. Alors évidemment, là, on semble ramener à la question du sens des mots. Parce que si... tout à l'heure, on a dit, métalangage, il y a bien du métalangage, puisque en linguistique, par exemple, on parle de métalangage, ou en logique, on parle de métalangage. Mais si Lacan utilise métalangage dans un sens différent du sens qu'utilisent les linguistes ou les logiciens, évidemment, on se retrouve dans le problème relatif à la question du sens des mots, de la polysémie des mots. Quel est le sens dans lequel Lacan utilise ce terme. Alors, évidemment, c'est un sens qui sans doute est un peu différent, mais qui n'est pas sans rapport. Hein. Donc, quand même, le fait de savoir ce que c'est qu'un métalangage pour des linguistes ou des logiciens va être utile pour comprendre le sens lacanien. La conférence, connue sous le titre « La science et la vérité », 1965, laisse peu de doute à ce propos. Alors, peu de doute sur le fait que
la notion de métalangage est quand même différente de celle de la notion linguistique de métalangage. Alors là, Evelyn Grossman cite ce passage de Lacan. « Prêtez ma voix à supporter ces mots intolérables, moi la vérité je parle », passe l'allégorie. Cela veut dire, tout simplement, tout ce qu'il y a à dire de la vérité, de la seule, à savoir qu'il n'y a pas de métalangage. Affirmation faite pour situer tout le logico-positivisme, que nul langage ne saurait dire le vrai sur le vrai, puisque la vérité se fonde de ce qu'elle parle et qu'elle n'a pas d'autre moyen pour le faire. Donc là, c'est la fin de la citation, on y reviendra, et ensuite, il y a la suite du commentaire. Y a-t-il ou non du métalangage ? Vous voyez, ça reprend la question « il n'y a pas de métalangage », enfin la question, l'affirmation « il n'y a pas de métalangage ». Y a-t-il ou non du métalangage ? Il va sans dire qu'à cette question, il ne sera pas répondu, pas plus qu'elle ne sera posée. Donc vous voyez, bon, on a une phrase qui dit « il n'y a pas de métalangage », mais en fait, le commentaire indique que la question de savoir s'il y a ou pas du métalangage, ben, elle va même pas être posée et on n'aura pas la réponse. Dans le texte, hein, donc dans son commentaire. Il va sans dire qu'à cette question, il ne sera pas répondu, pas plus qu'elle ne sera posée. J'essaierai plutôt de l'évoquer indirectement à travers une interrogation qui me semble cruciale dans le domaine des études littéraires ou de la théorie de la littérature et sans doute bien au-delà. Interrogation qui se formule pour moi en ces termes. Dans quelle langue parle la théorie ? Donc, il y a une sorte de déplacement de la question du métalangage. Donc, il n'y a pas de métalangage du côté de quelle langue parle la théorie. Pourquoi ? Parce que quand on utilise le terme de métalangage, en linguistique notamment, on parle du langage qui parle du langage. Donc, on fait des théories linguistiques. Hein. Quand on fait une théorie linguistique, on est obligé d'utiliser un métalangage. D'où le lien, hein, tout à fait naturel, de cette phrase de Lacan à la phrase « dans quelle langue parle la théorie ». Et puis le dernier paragraphe est peut-être donne un éclairage peut-être plus explicite. À cette question, on connaît la réponse de Roland Barthes. Postuler qu'il existe un état neutre du langage, donc un état neutre comme si la science pouvait être entièrement neutre. Hein. Un état neutre du langage est une illusion, une image théologique imposée par la science. Il faut dépasser, soulignait-il, l'opposition des langages-objets et de leur métalangage. Donc, cette opposition, langage-objet-métalangage, c'est typiquement ce dont on parle en linguistique. Quand on va en linguistique, on a des langues et puis on a l'outillage conceptuel de la linguistique qui parle des langues et c'est ça qu'on appelle le métalangage. Donc, l'opposition des langages-objets et de leur métalangage, opposition qui reste finalement soumise au modèle paternel, bon, on peut peut-être se passer de paternel, mais au modèle paternel d'une science sans langage. On ne discutera pas ici du caractère paternel ou non de ce modèle, pas plus qu'on s'interrogera sur cette terreur paternelle que Barthes voit à l'œuvre dans l'injonction de la vérité scientifique qu'on aurait imposée à la théorie du texte, imaginaire d'une époque, on le sait, comme il le savait aussi. L'impossibilité du métalangage, du discours d'un langage sortant de lui pour parler sur lui, est absolue, répéta souvent Derrida, on est toujours pris dans des nœuds que l'on tisse, ou encore, selon la fameuse formule, il n'y a pas de hors-texte. Donc finalement, on arrive à cette idée que la raison pour laquelle il n'y a pas de métalangage, c'est que le langage qui parle du langage, c'est le même langage que le langage du début. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se situer en dehors du langage pour parler du langage. Hein. On est toujours... L'être humain n'a pas le choix, quoi qu'il dise de la... à partir du moment où il dit quelque chose, il utilise le langage. Donc, s'il doit parler du langage, il utilise le langage qu'il décrit pour en parler. Donc, autrement dit, il n'y a pas de langage, ça revient à dire, il n'y a pas de langage foncièrement, ontologiquement différent. Il n'y a pas un langage pour parler du langage qui serait ontologiquement différent du langage dont on parle. Donc il n'y a pas de hors-texte, il n'y a pas de lieu en dehors du langage pour parler du langage. Bon, ça s'éclaire un petit peu comme ça, hein, grâce à ce dernier paragraphe. Mais vous voyez que si vous essayez de comprendre
la phrase « il n'y a pas de métalangage » dans le contexte lacanien, hein, vous aurez beaucoup plus de difficultés. Donc on comprend bien ici qu'on est dans une formule dont je vous ai donné ici une interprétation, mais qui pourrait en avoir d'autres. Formule qui ne dit pas n'importe quoi non plus, d'accord, hein, bon, alors on peut le supposer, on peut dire oui, bon, ben c'est comme disent parfois les anglo-saxons ou les Français qui sont proches de ce type de critique, c'est du bullshit, hein, c'est-à-dire c'est du blabla qui ne veut rien dire, c'est n'importe quoi, etc. Hein, bon, c'est ce qu'on a beaucoup reproché au structuralisme de cette époque, et c'est vrai que dans certains cas, il y a un peu de délire. Mais en l'occurrence, Lacan est quand même un auteur, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même un auteur qui est critiqué, qui est reconnu. C'est pas comme prendre une phrase au hasard en prenant des mots, comme on avait vu, hein, un générateur de phrases qui produit des phrases qui n'ont aucun sens. Bon, là, ce sont quand même des phrases qui sont dites pour une certaine raison, mais simplement, on a du mal à la trouver, cette raison. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation complètement différente de la situation des proverbes, où il y avait dans le proverbe quelque chose d'un petit peu étrange ou d'énigmatique au début, mais ce caractère étrange ou énigmatique est entièrement, élucidé dès qu'on a l'explication. Là, on ne peut pas élucider. Là, on a quelque chose qui doit sans arrêt s'interpréter, qui va être interprété différemment. Bon, et puis c'est la même chose, je serai un petit peu moins long, pour les autres. Alors, il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, bah là aussi, c'est évident que c'est une phrase énigmatique parce qu'elle semble dire le contraire de ce que tout le monde sait. Et voici le contexte. Après avoir posé ceci qui a l'avantage de vous frayer ma visée, mon dessin, je repars de ceci qui concerne ce point qui est de l'ordre de cette surprise par où se signale l'effet de rebroussement dont j'ai essayé de définir la jonction de la vérité au savoir et que j'ai énoncé en ces termes, qu'il n'y a pas de rapport sexuel chez l'être parlant. Bon, voilà, ainsi. Il faut vraiment avoir travaillé cet auteur pour essayer de tirer quelque chose de ces phrases. Hein. En tout cas, de la phrase « il n'y a pas de rapport sexuel ». Alors, dans un autre texte qui est un texte tiré d'une émission de radio, on a cette phrase « le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel, d'où mon énonciation, il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu formulable dans la structure ». Ça reste toujours très énigmatique. Et puis vous avez un commentateur très connu de Lacan, Jacques-Alain Miller, qui dit, voilà, en gros, ce qu'on peut comprendre, pourquoi on peut quand même défendre cette idée aussi paradoxale qu'elle semble qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est qu'il y a tellement d'écart entre, alors pour prendre l'exemple, disons, prototypique du rapport sexuel homme-femme, c'est que il n'y a tellement pas il y a une différence tellement gigantesque entre l'homme et la femme qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre eux. Hein, et que ce rapport sexuel, on l'appelle rapport, mais c'est une illusion. D'accord ? D'où ce commentaire de Jacques-Alain Miller. Au terme, Lacan a pu dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, que le mode de jouir n'est pas programmé de nature au niveau de l'espèce humaine, mais qu'il s'établit différemment. Hein, il s'établit différemment pour chacun des deux sexes et à un autre niveau pour chacun un par un. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait gloser un petit peu cette idée, mais enfin, là aussi, il y a beaucoup de commentaires. Il y a un livre, d'ailleurs, de Barbara Cassin, et je ne sais plus, peut-être... et un autre philosophe très connu, dont le nom m'échappe là pour l'instant. Bon, bref, donc c'est encore une formule qui requiert beaucoup de réflexion et d'analyse pour trouver un sens, hein, pour être comprise. Et puis la dernière, sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Bon, ça c'est vraiment l'écriture du fragment. On peut comprendre quand même quelque chose. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, nous nous croyons libres, mais en fait, nous sommes déterminés par toutes sortes de chaînes. Nous sommes, au fond, dans notre vie normale, nous sommes prisonniers de toutes sortes de choses. Hein. On n'est pas complètement libre, on est entravé par toutes sortes de contraintes, toutes sortes de... Par exemple, ici, vous êtes entravé par la contrainte d'éviter de vous servir de vos téléphones et de faire des SMS pendant que je parle, parce que ça me déconcentre. Voilà. Hein, ça fait partie des contraintes. Comme vous avez un enregistrement du cours, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de venir, donc si vous venez, voilà, vous écoutez.
Voilà, c'est une contrainte. Hein. Mais vous avez quand même l'impression d'être libre. Pourquoi? Parce que pour les gens pas libres, il y a la prison. Donc la prison, qui prive les personnes de liberté, elle vous donne l'impression que puisque vous n'êtes pas en prison, bah, vous êtes libre. Et en réalité, vous n'êtes pas libre. Et d'où cette formule, sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Alors, évidemment, je fais une interprétation très... enfin, un peu simpliste de cette phrase, qui a d'autres ramifications, d'autres enjeux. Mais tout ça fait partie, si vous voulez, d'une façon d'écrire, d'une façon de produire des phrases dont on peut dire qu'elle requiert donc de l'interprétation, ce qu'on va appeler une dimension herméneutique, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir là un travail d'interprétation à faire qu'on va retrouver bien sûr aussi dans le cas du texte. Pour ceux que ça intéresse, la question de l'écriture du fragment, hein, je vous renvoie à ce lien qui est un article que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelle « Figure de hasard, manière de trace, définition, structure et motivation du texte fragmentaire ». Alors, troisième exemple de phrase sans texte. Encore complètement différent. Et encore des exemples de phrases dans lesquelles on comprend tous les mots. Bon, là, il y a un nom propre dans le dernier, Princesse Brandon, mais peu importe, c'est un nom propre. Et qu'est-ce que vous comprenez là? Si tous les chevaux avaient pour faire des aimants, le cœur des amants cesserait de battre. Quand les oiseaux nageront, la moule fera preuve d'énergie. Princesse Brandon déglutira une petite mirabelle gaiement dans un cajot. Alors, est-ce que certaines ou certains d'entre vous savent d'où elles sortent ces phrases? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez une supposition, une idée? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ces phrases? Non? Ben, en fait, tout simplement, ce sont des jeux surréalistes. Hein. Ce sont des phrases produites dans des configurations de cadavres exquis. Donc le cadavre exquis, vous savez, c'est une sorte de jeu où on se passe des morceaux de phrases et chacun ajoute. Hein, donc on fait compléter une phrase par quelqu'un qui ne sait pas ce qui a été écrit avant. Donc forcément, ça produit des phrases étranges. Hein. Voilà, donc les phrases que je vous ai données, là, si tous les chevaux avaient pour faire des aimants, ça vient d'André Breton, le cœur des amants cesserait de battre, Robert Desnos, quand les oiseaux nageront, Louis Aragon, la moule fera preuve d'énergie, André Breton. Donc le premier écrit quelque chose et le deuxième écrit une suite sans qu'il sache ce qui était écrit précédemment. Bon. Alors, évidemment, c'est une façon très particulière, très bizarre, enfin de produire des phrases, avec cette idée donc très explicite chez Breton qu'on cherche ainsi à rendre à la poésie le sens de l'immensité de ses pouvoirs perdus, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on fasse que les mots produisent, les mots soient utilisés pour produire du sens différent, pour désinstrumentaliser un petit peu l'usage des mots. Faire en sorte, et ça c'est une grande question de cette époque et qui va durer aussi par la suite, hein, savoir comment on fait pour arracher les mots à leur sens usuel, conventionnel, pour produire de la poésie. Sortir le langage de son caractère utilitaire, comme le dira Georges Bataille plus tard, hein, aussi. Alors, donc, enfin plus tard, c'est à la même période. Hein. Donc on a encore ici une situation différente, avec quelque chose d'énigmatique, mais là, bon, dans une configuration spéciale qui est une production littéraire. Et bon, c'est pas ce qu'on a gardé, si vous voulez. Tout le monde connaît les cadavres exquis, mais il faut reconnaître que les productions peuvent être un peu inspirantes, si l'on veut. Mais ce ne sont pas les textes qu'on a retenus, que l'histoire a retenus des auteurs appartenant au courant du surréalisme. Ça reste des choses tout à fait marginales et un peu secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de l'ensemble de ces remarques sur la difficulté
de comprendre la phrase et donc sur ce qu'est le sens d'une phrase. Bon, on a rappelé en premier lieu que donc il y a d'abord la compositionnalité, hein, et cette compositionnalité, si rien ne l'entrave, eh bien il n'y aura pas de problème de compréhension. Hein. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, il y a beaucoup de phrases pour lesquelles, à partir du moment où vous comprenez les mots et où vous comprenez la syntaxe, eh bien vous comprenez la phrase. Mais dans certains cas, la compréhension est bloquée. Alors, soit elle peut être bloquée volontairement. Hein. Alors, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que ces phrases ont un sens. Hein. Je veux dire que, par exemple, la phrase « La princesse Brandon déglutira une petite Mirabelle gaiement dans un cajot », est-ce que c'est une phrase qui a un sens? Est-ce qu'on va parler de sens dans ce cas-là? Alors, soit vous êtes dans une perspective frégéenne, et si vous définissez le sens comme la façon, si vous définissez le sens par l'adéquation avec la réalité, hein, donc comment doit être le monde pour que, etc., eh bien, là, vous allez renoncer à la notion de sens. Vous allez dire qu'il n'y a pas de sens. Mais pourtant, il y en a... Enfin, vous voyez, c'est là où on peut discuter sur jusqu'où on étend le concept de sens. Si vous le conservez comme un concept technique de la logique, bon, bah, pas de problème, tout ce qui sort des clous, tout ce qui sort de la référence n'a pas de sens. Mais évidemment que dès qu'on entre dans un autre type de langage, du type le langage poétique, on ne peut pas se contenter de cela. Ou alors on dit qu'on ne s'intéresse au sens que quand ça ne pose jamais de problème, ce qui est quand même un peu limité. Alors, le sens d'une phrase est souvent lié à celui des phrases qui la précèdent ou celles qui suivent. Bon, ça, évidemment qu'il peut y avoir des facteurs cotextuels ou des inférences, des déductions qui peuvent jouer. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que la plupart, donc facteurs cotextuels, inférences, on a vu avec les textes de Lacan ou même de Blanchot, on comprend quand même un peu quelque chose quand on remet la phrase dans son contexte. Donc la phrase toute seule ne peut pas être comprise, mais le contexte et puis des déductions qu'on va faire, éventuellement liées à l'implicite, hein, oui, donc j'ai mis 2 fois inférence là, ça va être nécessaire pour comprendre le sens de la phrase. On a vu ça avec les proverbes, par exemple. Hein. Donc, comprendre une phrase, c'est comprendre son sens, donc éventuellement littéral et éventuellement métaphorique, mais aussi les intentions de celui qui l'énonce. Hein. Ça, c'est quand même important. Et cette analyse des intentions, des inférences, va donner lieu à partir... à tout le courant pragmatique anglo-saxon qui va se développer jusqu'à la théorie de la pertinence, dont je vous parlerai plus tard. Alors bon, on a vu justement avec les exemples de Lacan, Lacan, Blanchot, que l'interprétation de certaines phrases est complexe et de toute façon elle est presque non close. Hein. On ne peut pas l'arrêter vraiment à un moment donné, donc ça pose le problème qu'on a dit herméneutique. Mais ce qui se déduit de tout cela, c'est que les problèmes de compréhension, les situations dans lesquelles on a un problème de compréhension avec les phrases, sont évidemment des situations complètement différentes des situations dans lesquelles on a un problème avec des mots lexicaux ou des mots grammaticaux. On a vu, par exemple, pour les mots lexicaux, on va aller chercher le mot dans le dictionnaire. Ah oui, mais là, vous allez chercher quoi dans le dictionnaire, hein? Vous connaissez tous les mots. Donc, on voit bien que ce qui va être mis en jeu pour la compréhension de la phrase ressortit à des capacités, à des opérations qui sont complètement différentes de ceux dont on a besoin pour comprendre les mots, lexicaux en particulier. Parce qu'on a vu que dans le cas des mots grammaticaux, le problème, il est complètement différent là aussi. Donc comprendre les phrases, c'est encore autre chose que de comprendre des mots grammaticaux ou des mots lexicaux. Le sens, finalement, n'a pas la même teneur. Je veux dire, quand on parle du sens d'une phrase, c'est presque comme si on ne parlait pas du tout de la même chose que quand on parle du sens d'un mot.
Donc voilà, alors on peut aussi jouer sur le fait, est-ce qu'il y a une signature ou pas de signature. Donc signature, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment un auteur explicite, hein. Donc on a vu que dans les différents cas de non-compréhension, vous avez des phrases qui sont produites avec une intention qui n'anticipe pas une interprétation spécifique, hein. Donc c'était le cas des jeux surréalistes, mais bon, il y a d'autres situations éventuelles dont je ne vous ai pas parlé ici pour aller à l'essentiel. Ensuite, vous avez des phrases sans auteur et qui sont produites avec une intention qui présume une signification disponible, une signification déjà sédimentée. C'est le cas des proverbes. Donc là, vous n'avez pas de signature et vous avez un émetteur générique, hein. On dit dans telle ou telle culture. Et puis ensuite, vous avez les phrases avec auteur, hein. Donc il y a un auteur de la phrase et qui produit une phrase susceptible d'interprétations diverses. Et alors, ce qu'on a vu, c'était le cas où il y a une densité sémantique ou une sorte de conflit, des conflits sémantiques qui requièrent un travail d'interprétation, une attitude critique, un travail herméneutique. Alors, je n'ai pas parlé des petites phrases politiques, hein, très souvent. Vous savez, des petites phrases qui circulent, qui choquent l'opinion et qui, en fait, ont un double sens. Hein, peuvent être interprétés d'une manière scandaleuse ou d'une manière pas spécialement scandaleuse, et les hommes politiques jouent volontairement sur cette duplicité. Bon, je n'ai pas d'exemple en tête, là, je ne veux pas développer ce point. Alors, donc, il nous reste maintenant à nous interroger sur la question de la signification des textes ou des discours. Oui, pardon, vous aviez des questions, allez-y, je vous en prie. Non. J'ai pris ces exemples-là parce que ce qui est typique de cette époque structuraliste, c'est quand même effectivement une écriture comme ça, très énigmatique au fond, hein, une écriture très paradoxale. Et ça, c'est vrai qu'en France en particulier, il y a eu quand même un moment où on a beaucoup écrit de cette façon. Beaucoup moins maintenant, hein, c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces exemples, mais on pourrait trouver d'autres choses un peu du même ordre. C'est d'une époque, vous voulez dire? Oui, sans doute. C'est-à-dire que ça dénote aussi un rapport au langage. C'est-à-dire qu'un auteur, dans cette période, s'il n'est pas énigmatique, s'il est trop transparent, il n'est pas reconnu comme un auteur d'un certain genre, qui est valorisé à cette époque-là, etc. Aujourd'hui, hein, quelqu'un écrirait d'une manière énigmatique comme ça, on ne serait pas du tout fasciné. On dirait, il dit n'importe quoi. On est dans une époque, quand même, il faut voir, complètement différente, hein, de cette époque où des gens comme Blanchot, Lacan, etc., enfin, c'est quelque chose qui s'est terminé, quoi. C'est difficile à dire, hein, mais dans les années 80, ça commence vraiment à se terminer. Cette période où on pouvait être fasciné par l'obscurité du sens. Aujourd'hui, on est dans une période qui a une telle injonction de transparence que des gens qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas voilà, on exige la clarté de la part des auteurs d'une certaine façon. On ne peut plus écrire comme ça aujourd'hui, hein. Alors on peut écrire des choses complexes, mais pas tout à fait sur ce modèle-là. Mais voilà, ces exemples-là sont assez prototypiques, si vous voulez, caractéristiques de ce qu'on peut produire comme phrase en texte un peu étrange. Pour l'instant, c'est la même chose. L'herméneutique, ça va être une démarche dans laquelle il y a nécessité et historicité des interprétations. On va le revoir tout à l'heure avec une citation de Rastier. La dimension herméneutique, elle suppose qu'on sorte du pur et simple décodage de la signification, hein. Et on va avoir donc des strates d'interprétation qui vont varier. Alors, on va retrouver un peu le même genre de problème. Là, je reconnais que prendre les phrases isolées, ce cas des phrases isolées, je le fais parce que c'est en quelque sorte requis par la méthode que j'ai suivie. Mais ça amène à se concentrer sur des situations peut-être un peu artificielles. Et au fond, ce qui nous intéresse surtout, c'est la question de la signification des textes. Alors, pour la question de la signification des textes,
Bon, ben, vous avez le même problème que pour la question de la signification des phrases. Vous avez des textes qui sont difficilement compréhensibles, tout simplement parce que les mots utilisés sont difficilement compréhensibles. Et c'est pour cette raison, donc là, vous voyez, c'est un texte un texte technique qui concerne l'art dentaire, et vous avez des possibilités de traduction, c'est un pur et simple du langage technique. C'est-à-dire ostéo-intégration, ça signifie cicatrisation, etc. Donc vous pouvez dire exactement la même chose avec un langage non technique et avec un langage technique. Donc là, ce n'est pas un problème spécifique à la compréhension du texte, bien que quand vous êtes dans un début d'apprentissage d'une langue technique, ça devient compliqué quand il y a trop de mots que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème de compréhension spécifique à la structure textuelle, c'est lié simplement au sens des mots. Mais en général, les textes techniques ne posent pas de problème, hein, même si ça a l'air très compliqué comme ça. Bon, bah, il y a des traductions, il y a des équivalences. Hein, mais la syntaxe des phrases, l'enchaînement, si vous voulez, même si vous ne comprenez pas ce que ça signifie quand on lit la phrase, pour obtenir l'ostéo-intégration de l'implant en dépit des contraintes exercées durant la cicatrisation osseuse, donc là vous comprenez, même si vous ne savez pas, c'est pour obtenir quelque chose malgré autre chose, il faut réduire l'intensité des forces et les moments exercés sur les implants. Bon, ben voilà, ça a l'air technique comme ça, mais quand vous utilisez la traduction, c'est assez facile. En général, les textes techniques ne posent pas de problème de compréhension, c'est de la compositionnalité, c'est juste le sens des mots qui varie. Alors là, on retrouve, si vous voulez, les situations qu'on a vues avec les phrases sans texte, hein, avec ici une citation de Blanchot, nouveau dans l'écriture du désastre, un très très beau livre d'ailleurs. Hein, l'écriture fragmentaire serait le risque même. Elle ne renvoie pas à une théorie, elle ne donne pas lieu à une pratique qui serait définie par l'interruption. Interrompue, elle se poursuit. S'interrogeant, elle ne s'arroge pas la question mais la suspend sans la maintenir en non-réponse. Si elle prétend n'avoir son temps que lorsque le tout, au moins idéalement, se serait accompli, c'est donc que ce temps n'est jamais sûr. Absence de temps en un sens non privatif, antérieur à tout passé présent, comme postérieur à toute possibilité d'une présence à venir. Donc là, on voit bien que c'est très compliqué à comprendre, c'est difficile, mais c'est assez facile de voir pourquoi c'est énigmatique, pourquoi c'est compliqué. Tout simplement parce que c'est une écriture complètement paradoxale. Hein. L'écriture fragmentaire serait le risque même, d'accord. Elle ne renvoie pas à une théorie, elle ne donne pas lieu à une pratique. Donc c'est ni une théorie ni une pratique. Donc bon, déjà, on a une difficulté. Hein. Et ce n'est pas une pratique qui serait définie par l'interruption. Pourquoi l'interruption? Parce que les fragments, ce sont des petites phrases, groupes de phrases interrompus par des blancs, et il y a des fragments les uns après les autres. Bon, donc, ce n'est pas une théorie, et ce n'est pas une pratique définie par l'interruption. Interrompue, elle se poursuit. Donc, à la fois, ça s'interrompt, mais ça se poursuit. Donc, vous voyez, c'est totalement, enfin, je veux dire, on dit A et non A en même temps. Hein, mais en même temps, on comprend pourquoi. Parce que dans une écriture fragmentaire, vous avez des fragments qui sont isolés, mais le tout fait sens. Donc, ça se continue. Il y a quand même une poursuite. Hein. S'interrogeant, elle ne s'arroge pas la question, mais la suspend en non-réponse. Donc, vous voyez, on continue, il y a une interrogation, mais l'interrogation est suspendue, il n'y a pas de réponse. Enfin, bref, on pourrait continuer comme ça. Hein. On a ici, on sent que Blanchot veut définir l'écriture fragmentaire qu'il met d'ailleurs en pratique, parce que l'écriture du désastre, c'est un livre écrit en fragments. Il essaie de définir l'écriture fragmentaire d'une manière, complexe, quoi, disons. Hein. Alors, un autre exemple, plus limpide, un peu plus limpide peut-être, c'est cette citation de Merleau-Ponty dans laquelle Merleau-Ponty essaie de définir le concept de chair. Donc, c'est un concept qui est créé dans la philosophie de cette époque, qui est créé, qui est l'équivalent du concept husserlien de Leib, par opposition à Körper, donc le corps. Donc, Merleau-Ponty essaie de définir ce concept de chair dont il dit
que, pas ici, mais ailleurs, que ce concept de chair n'a de nom dans aucune philosophie. Donc c'est un concept qui correspond à quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Donc là, c'est la réalité désignée par ce concept, elle est construite par le concept lui-même, d'où la difficulté de le définir. Hein. Alors que l'écriture fragmentaire, on sait ce que c'est que l'écriture fragmentaire, on la voit, enfin on sait, on peut avoir des hésitations entre les maximes, les fragments, etc., de classement, mais bon, c'est assez facilement, enfin je veux dire, ça correspond à quelque chose du point de vue référentiel, alors que la chair, c'est un concept qui doit être entièrement défini. Donc voilà comment il le définit. On comprend alors pourquoi, à la fois, nous voyons les choses en elles-mêmes, en leur lieu, où elles sont, selon leur être, qui est bien plus que leur être perçu, et à la fois, nous sommes éloignés d'elles, de toute l'épaisseur du regard et du corps. C'est que cette distance n'est pas le contraire de cette proximité. Elle est profondément accordée avec elle, elle en est synonyme. C'est que l'épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle, comme de sa corporéité à lui. Ce n'est pas un obstacle entre lui et elle, c'est leur moyen de communication. C'est pour la même raison que je suis au cœur du visible et que j'en suis loin. Cette raison est qu'il est épais et par là naturellement destiné à être vu par un corps. Donc, vous voyez, bon, là aussi, c'est un très beau texte, un peu, bon, c'est un texte posthume, hein, mais qui est écrit d'une façon, alors évidemment moins spectaculairement énigmatique que les précédentes, mais là, on a la volonté de faire comprendre quelque chose de nouveau. Hein. Qu'est-ce que c'est que la chair? Donc, et inévitablement, hein, Merleau-Ponty a recours là aussi à des systèmes d'opposition. Il creuse par la négation ce que ça n'est pas. On comprend pourquoi on voit les choses en elles-mêmes en leur lieu, où elles sont, selon leur être, plus éloignées que leur être perçu, et à la fois, nous sommes éloignés d'elles de toute l'épaisseur du regard et du corps, c'est que cette distance n'est pas le contraire de cette proximité. Donc il y a une espèce de distance qui est comme une proximité. Hein, et que, du coup, il arrive à cette idée que la chair a une épaisseur, et que c'est cela qui permet le visible. Bon, c'est toute une réflexion, là, ce serait beaucoup trop compliqué d'entrer dans le détail, mais c'est une, si vous voulez, c'est une analyse devenue assez classique du corps, avec cette idée que le corps voit, mais il est vu lui aussi. Hein, et la personne qui voit est une personne qui appartient au monde. Il n'y a pas une espèce de séparation comme ça. Donc il y a cette épaisseur de chair qui permet le visible. Mais bon. Ce serait trop long et trop compliqué d'entrer dans le détail, puis de toute façon ce serait hors sujet. Je vous le donne simplement comme un autre exemple, mais qui me semble d'une nature quand même différente de cette écriture plus poétique, disons, de Blanchot, parce que là on est dans le cas de l'écriture philosophique et on est dans la tentative d'explicitation d'un concept. Bon, troisième genre d'exemple, rapidement, la poésie. Hein. Comment est-ce qu'on interprète les textes littéraires, poétiques, etc. On ne va pas dire qu'on va les interpréter, on va considérer leurs référents. Hein, il y a ici des choses multiples à dire sur n'importe quel texte. Hein. Alors, je repris ce texte parce que je l'avais donné précédemment comme exemple pour Léoton Timorouménos, et puis aussi parce que, vous voyez, j'ai trouvé ce commentaire d'Alain Vaillant dans une revue tout à fait sérieuse, hein, Les Études littéraires, 2009, Pensée à la littérature par la presse, et voici ce qu'il interprète, lui, voici ce qu'il comprend dans le poème de Baudelaire. Dans ces ultimes semaines qui précèdent la sortie des Fleurs du Mal, est-ce pour se moquer une dernière fois des bien-pensants que Baudelaire commet la pire de ses impertinences journalistiques? Toujours est-il que dans l'artiste du 10 mai 1857, qui rend un hommage ému à deux disparitions du monde littéraire, Delphine de Girardin et Alfred de Musset, le poète parvient à placer un groupe de 3 poèmes sulfureux et scandaleux. Le premier, Léonto Timorouménos, soit l'homme qui se châtie lui-même, est une transfiguration poétique de la masturbation. Bon, vous voyez, vous pouvez relire la chose, ça vient pas à l'esprit forcément comme ça, immédiatement. Hein. Mais il y a une justification, vous pourrez lire l'article si ça vous intéresse. Voilà, hein,
On devine à peu près ici, hein, mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salées nagera. Okay, mais je vous donne cet exemple pour vous dire, voilà, comprendre un texte, ça peut être jusqu'à comprendre des choses que personne n'a vues précédemment. Alors un autre exemple, là aussi, très majeur dans ce type de problématique, hein, c'est Mallarmé, qui est connu pour être un poète particulièrement hermétique, difficile à comprendre. Bon, vous voyez ce poème, le Pitre Châtier, Dieu, là qu'avec ma simple ivresse de renaître, autre que l'histrion qui du geste évoquait comme plume la suie ignoble des quinquets, j'ai troué dans le mur de toile une fenêtre, etc., etc. Bon, comment on fait pour comprendre un texte de Mallarmé ? On peut le lire plusieurs fois, mais ça suppose évidemment de comprendre à quel type de forme poétique Mallarmé s'oppose. Hein, quand un écrivain, il n'est jamais, ça Deleuze le disait très bien, jamais devant une page blanche. L'écrivain, il n'est jamais devant une page blanche. Il est au contraire toujours précédé, saturé. Enfin, sa page, elle est saturée de tout ce qu'il a lu, de tout ce qui existe, de tout ce qui est écrit. Et il y a une œuvre véritable quand un auteur réussit à construire une forme littéraire différente, quand même inédite, ou tout au moins déplacée par rapport à des formes antérieures. Bon, donc Mallarmé, s'il écrit de cette façon-là, c'est en réaction, en réaction, pas forcément par opposition, mais par différence avec des courants antérieurs, notamment le romantisme, voire le symbolisme, etc. Bon, on ne va pas se lancer dans l'analyse littéraire, mais je voudrais vous faire remarquer la chose suivante, c'est que vous pouvez avoir, malgré la complexité du texte, hein, alors je vais m'arrêter sur ce tercet. Hilar hors de cymbales à des points irrités, tout à coup le soleil frappe la nudité qui pure s'exhala de ma fraîcheur de nacre. Voici ce qu'en dit Bénichou, hein, Paul Bénichou, qui a écrit un livre déjà ancien, mais toujours intéressant sur Mallarmé. Le vers 9, métaphore de l'action du soleil, donc le vers 9, c'est celui-ci. Hein, Hilar hors de cymbales à des points irrités. Métaphore de l'action du soleil, ne peut être compris alors que le soleil n'a pas encore été évoqué. Vous voyez là, il analyse la difficulté de compréhension. Grammaticalement, ce vers, par le mot hors, est en effet une apposition anticipée au soleil. L'apposition anticipée, tournure extrêmement fréquente en poésie, ne fait pas généralement difficulté quand le mot en apposition et celui dont il dépend sont mis rapidement en relation de sens. Hein, alors que là, ce n'est pas le cas. Or, ne se détache pas suffisamment pour que nous percevions, sitôt que paraît soleil, la relation de ce mot avec lui. Donc, hilar hors de cymbales à des points irrités, tout à coup, le soleil frappe la nudité. Donc, il faut l'avoir lu plusieurs fois pour se rendre compte que hilar hors de cymbales à des points irrités, c'est une formulation métaphorique pour désigner le soleil. L'obscurité qui règne dans le reste du même vers 9 nous embarrasse trop pour que nous puissions saisir d'emblée cette relation. Que le soleil puisse être vu comme un or, cela va de soi, mais cet or-soleil a ici 5 qualifications métaphoriques rares. Il est hilar, comme on dit que la lumière rit ici agressivement. C'est un or de cymbales, expression qui sans doute rapproche par la couleur le cuivre des cymbales de l'or du soleil, mais qui surtout, sous ce prétexte, établit une parenté entre l'éclat du soleil et un bruit fracassant ou menaçant, car ce soleil cymbale est irrité. Une telle condensation de matière métaphorique demande évidemment, pour être comprise, plus d'une lecture. Donc une fois que vous avez lu ça, vous avez lu des analyses critiques, hein, vous pouvez tout d'un coup voir cette métaphore. Hilar hors de cymbales à des points irrités, donc vous avez non seulement ce jeu sur les sonorités là, hilar, or, ar, or, hein, il y a quand même là quelque chose de frappant. La cymbale qui par la couleur, mais aussi par la forme, hein, évoque le soleil, mais le soleil avec une espèce de conversion dans le sens de l'ouïe de ce que produit la lumière du soleil du point de vue de la vue. Il y a une espèce d'équivalent, ce bruit de cymbale qui serait l'équivalent d'un soleil éclatant. Mais quand on dit éclatant, on parle aussi d'un son éclatant, etc., etc. Enfin bref. Donc, hilar hors de cymbales à des points irrités, tout à coup le soleil frappe la nudité
qui pur s'exhala de ma fraîcheur de nacre. Chaque vers doit être travaillé, repensé, etc., pour être compris. Mais là aussi, on ne s'arrêtera pas nécessairement à une interprétation. Hein. Alors vous avez des auteurs, mais ça c'est très marginal, c'est presque comique. Hein. Il y a un certain Michel Gauthier qui a écrit il y a quelques années un livre Mallarmé en clair ou l'obscurité poétique vaincue mot par mot, où il traduit en français, en question on ose dire, hein, j'avais fait il y a longtemps un article sur ce sujet, les traductions françaises de Mallarmé, alors que c'est déjà écrit en français, mais on le traduit pour essayer de le rendre compréhensible. Bon, bah, évidemment, ça rate beaucoup, disons, la dimension esthétique du poème, mais c'est une tentation, évidemment. Hein. Alors, concluons sur ce point formulé de manière intéressante par Christian Doumet dans un livre « Faut-il comprendre la poésie ?» La question qui se pose avec la poésie, c'est ça, c'est au fond, est-ce que la poésie, on a besoin de la comprendre? Alors voici ce que dit Doumet. Les lectures critiques de la poésie, de quelque tradition qu'elle se réclame, se fixent comme objet d'élucider le poème. Alors vous voyez, d'une manière caricaturale avec des livres comme L'obscurité poétique vaincue mot par mot. Mais chez Bénichou, vous avez quand même des tentatives d'explicitation, donc des tentatives d'élucidation. Donc, les lectures critiques se fixent comme objet d'élucider le poème. En quoi elles ne procèdent pas autrement qu'avec la prose. Dans tous les cas, le texte est appréhendé comme une réserve de sens qu'il importe de libérer, de mettre en lumière, hein, c'est le sens étymologique de élucider, et en ordre. Il y a pourtant loin de nos pratiques de lecture prosaïque à celles que nous inspire le poème. Ici, une incertitude majeure quant au statut du sens nous interdit de prétendre tout bonnement à comprendre. C'est d'autre chose qu'il s'agit, en quoi réside d'ailleurs, nous le savons bien, la jouissance particulière de l'expérience poétique. Le livre part de ce constat pour prendre pleinement en compte la déroute initiale des mécanismes de compréhension face au poème. Donc vous voyez, comme on s'interrogeait sur le fait de savoir dans quel genre de difficulté de compréhension on se trouve parfois avec des textes, bon, bah, le poème est typiquement le genre de texte dans lequel on peut, pas obligatoirement, mais on peut avoir une sorte de déroute des mécanismes de compréhension, comme dit ici Christian Doumet. Pour tenter de penser, et alors c'est ça qui est intéressant, hein, retenez cette formule, la part de langue irréductible au sens. Hein, la part de langue irréductible au sens, pour s'attacher enfin à cette perte essentielle des repères sémantiques, linguistiques et référentiels qui se nomme étrangeté. Un tel concept ne peut... voilà, bon, c'est la notion d'étrangeté qu'il peut y avoir dans la poésie. Donc là, Doumet parle de texte, de part de langue irréductible au sens, mais au sens pris, disons, comme un concept technique de l'analyse linguistique. On voit que ici, ce qui est en jeu, c'est une émotion esthétique, hein, la jouissance particulière de l'expérience poétique, c'est que dans un texte, on comprend, on ne comprend pas, peu importe, c'est pas un texte poétique, mais il produit un effet sur nous. Donc, quelques conclusions au sujet du texte, hein, donc le rôle du contexte, de l'intertextualité, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour comprendre un texte de Mallarmé, ça fait allusion parfois à d'autres textes, mais ça vaut pour toutes sortes d'autres cas de figure. La catégorie textuelle, le genre compte évidemment beaucoup, hein, genre poétique, genre critique, genre philosophique. La structuration interne du texte, le problème des interprétations possibles, donc le problème herméneutique, et puis ce qu'on vient de voir avec Doumet, la part de langue irréductible au sens. Donc, ça signifie qu'au-delà de simplement cette notion de décodage, hein, de comprendre un texte, ce serait récupérer l'information qui est donnée dans le texte. Alors, pour certains textes, c'est le but simplement. Hein, on a besoin d'une information
je ne sais pas moi, si vous lisez un mode d'emploi de quelque chose, vous avez besoin d'une information que vous comprenez pour pouvoir agir d'une certaine façon. Bien. Mais cette notion de décodage, elle doit être complétée, et ça c'est l'exemple de la poésie, et peut-être l'exemple le plus élémentaire, le plus évident pour cela. Le but de la poésie, c'est pas simplement, comme le dit Doumet, de comprendre, ou alors il faudrait dire c'est comprendre, mais dans une autre dimension du comprendre. Hein. Et cette autre dimension du comprendre, je l'avais annoncé dès le premier cours, c'est cette dimension empathique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion dans la compréhension. Comprendre, c'est aussi comprendre d'un point de vue émotionnel, pas simplement du point de vue du décodage. Mais il y a encore une troisième façon de comprendre cette notion de compréhension, enfin de rendre compte des cas de difficulté de compréhension du texte. Et c'est ce qu'on a vu notamment avec le texte de Merleau-Ponty qui essaie d'expliquer ce qu'est le concept de chair qui n'a de nom dans aucune philosophie. C'est la notion de comprendre un sens nouveau. Comment on fait pour comprendre quelque chose de complètement nouveau, qu'on n'a jamais compris auparavant, et qui n'est pas un simple assemblage de notions déjà connues. Cette question, elle a été appréhendée aussi bien par Merleau-Ponty que par Ricoeur sous le terme d'innovation sémantique, et on va voir ça donc avec ces deux auteurs, Merleau-Ponty et Ricoeur, qui se sont interrogés d'une manière un peu précise sur cette différence entre un texte qui produit un sens nouveau puis un texte qui ne produit pas de sens nouveau. Donc nous allons faire, comme à chaque fois, une pause de 5-10 minutes et puis je reprends sur l'innovation sémantique juste après. Bien, alors, poursuivons donc avec cette question de l'innovation sémantique, donc chez Ricoeur et Merleau-Ponty. Je commence par Merleau-Ponty, donc, avec l'opposition entre parole parlante et parole parlée, qui est une opposition assez utile, commode, et on verra qui peut être améliorée. Alors, ce que Merleau-Ponty appelle la parole parlée, c'est le pur et simple décodage. C'est ce qu'on a nommé jusqu'à présent à partir de cette notion de décodage, un rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives. Ça, c'est une façon de décrire la compositionnalité. Les significations dérivées, c'est-à-dire de la phrase complète, à partir des significations primitives, c'est-à-dire des mots. Et puis ensuite, les significations primitives des phrases et les significations dérivées des textes entiers. Donc, une sorte de... ce que Merleau-Ponty appelle ici le rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec des signes par eux-mêmes insignifiants. Bon, laissons passer pour l'instant la deuxième partie de la phrase qui engage autre chose à comprendre. C'est ce rapport sans équivoque, c'est la compositionnalité. Alors, voici ce qui se passe dans la parole parlée, donc qui est le simple code décodage. Je code et je décode. Je dis quelque chose en le codant et celui qui m'entend le décode. Par exemple, je dis est-ce que tu peux fermer la porte ? Et l'autre comprend et va fermer la porte. C'est ça la parole parlée. Alors, comment elle fonctionne ? Dans ce cas-là, donc on parle de l'expression. La seule vertu mais décisive de l'expression est de remplacer les allusions confuses que chacune de nos pensées fait à toutes les autres par des actes de signification dont nous soyons vraiment responsables. Parce que l'exacte portée nous en est connu. Donc quand je dis est-ce que tu peux fermer la porte, je maîtrise complètement ce que je veux dire, je maîtrise la portée de cette signification. À la différence de ce que je dis si je dis il n'y a pas de rapport sexuel par exemple. Parce que l'exacte portée nous en est connu, de récupérer pour nous la vie de notre pensée et la valeur expressive de l'algorithme est tout entière suspendue au rapport sans équivoque de significations dérivées avec les significations primitives
et de celle-ci avec des signes par eux-mêmes insignifiants où la pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis. Alors, vous voyez qu'on reprend là cette notion de compositionnalité, hein, est ajoutée cette idée qu'il y a des signes insignifiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, il faut préciser un peu. Dans ce cas-là, dans le cas de la parole parlée, je poursuis donc, je lis cette nouvelle citation de Merleau-Ponty, qui va nous expliquer, à partir de laquelle on va comprendre pourquoi il parle de signes sans signification. Il n'y a pas de vertu de la parole, dans la parole parlée, aucun pouvoir caché en elle. Elle est pur signe pour une pure signification. Ça, c'est vraiment la formule du codage. Hein. Je code une signification avec quelque chose, peu importe. L'important, c'est qu'on soit d'accord sur le code et que ce soit facile, et qu'on puisse décoder. Donc, pur signe pour une pure signification. Celui qui parle chiffre sa pensée. C'est-à-dire, il la code, hein, chiffré au sens de coder. Celui qui parle chiffre sa pensée. Il la remplace par un arrangement sonore ou visible, donc par des mots, un arrangement sonore, c'est-à-dire des mots qu'on peut entendre, ou visibles, des mots qu'on peut lire, qui n'est rien d'autre que son dans l'air ou patte de mouche sur un papier. La pensée se sait et se suffit. Donc on dit simplement, on pense quelque chose, et en gros, le fait de le dire ou de l'écrire n'est qu'une matérialisation de quelque chose qui est pensé précédemment. Donc l'expression, dans ce cas, la pensée se notifie au dehors par un message qui ne la porte pas et qui la désigne. Donc la pensée, elle est à l'intérieur, mais elle est juste codée par quelque chose qui lui est extérieur. Donc, qui la désigne seulement sans équivoque à une autre pensée qui est capable de lire le message parce qu'elle attache par l'effet de l'usage des conventions humaines ou d'une institution divine, bon, laissons l'institution divine, la même signification au même signe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, pour pouvoir communiquer quelque chose, si vous codez, il faut que celui à qui vous parlez puisse décoder. Donc vous avez une signification dans votre esprit. Bon, évidemment, c'est une situation très très idéalisée. Hein. Vous avez une signification dans votre esprit, vous la codez avec un signe quelconque que vous extériorisez. Bon, comment on peut comprendre, comment on peut accéder à cette pensée? La personne qui accède, il faut qu'elle ait le lien entre le code que vous avez trouvé et la pensée. Donc ça veut bien dire que la pensée, il faut qu'elle l'ait, cette personne, il faut qu'elle l'ait en elle-même, la pensée, et pour qu'elle puisse se mettre d'accord avec vous sur le fait qu'on la code d'une certaine façon, cette pensée. Donc, vous avez une pensée, vous la codez, et l'autre personne, elle voit le code, et elle accède à la pensée. Mais la pensée qu'elle avait déjà. Hein. Il faut que la personne, elle possède déjà cette pensée. C'est pour cette raison que Merleau-Ponty écrit ensuite, en tout cas, nous ne trouvons jamais dans les paroles des autres que ce que nous y mettons nous-mêmes. La communication est une apparence, elle ne nous apprend rien de vraiment neuf. Puisque, en effet, dans cette forme de l'expression, dans la parole parlée, donc, au fond, comprendre, c'est juste accéder à des pensées qu'on a déjà, à des idées qu'on a déjà, mais simplement l'interlocuteur, il nous pointe certaines pensées. Il nous dit, bon, tu as toutes sortes de pensées dans ton esprit, ben je parle, je pointe sur cette pensée que tu as déjà dans ton esprit. Et en fait, communiquer, c'est juste se penser en même temps à quelque chose que chacun sait déjà. D'accord ? Donc ça ne nous apprend rien. Il n'y a pas ici d'innovation sémantique. Dernière citation. Après tout, je comprends ce qu'on me dit parce que je sais par avance le sens des mots qu'on m'adresse. Et enfin, je ne comprends que ce que je savais déjà. Je ne me pose d'autres problèmes que ceux que je veux résoudre. Deux sujets pensants, fermés sur la signification, entre eux des messages qui circulent, mais qui ne portent rien. Pourquoi les messages ne portent rien? Parce que ce sont de simples codages. Mais qui ne portent rien et sont seulement occasion pour chacun de faire attention à ce qu'il savait déjà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on pointe une idée, on dit à l'autre, pointe cette idée que tu as dans ton esprit. Finalement, quand l'un parle et que l'autre écoute, des pensées qui se reproduisent l'une l'autre, mais à leur insu et sans jamais s'affronter. Oui, comme le dit Paulan, donc ça, Paulan dans un beau livre
dont le titre est « Les fleurs de Tarbes ». Passons. Cette théorie commune du langage aurait pour conséquence que tout se passa à la fin entre eux, comme s'il n'y avait pas eu langage. Pourquoi comme s'il n'y avait pas eu langage? Parce qu'en fait, ce qui compte dans cette histoire, c'est que chacun a ses pensées, et que, en fait, cette espèce de codage des pensées, cette espèce de codage des pensées qui permet de pointer telle ou telle pensée chez l'interlocuteur, eh bien, ce codage, il n'a pas d'intérêt par lui-même. On communique d'une pensée à l'autre sans que la façon de coder ait la moindre importance. Donc il y a deux grandes caractéristiques de la parole parlée. Il y a le caractère arbitraire des signes. On code d'une façon totalement insignifiante. Je veux dire, on code d'une manière indifférente. D'accord ? Je dis chat, mais le son pour désigner le chat aurait pu être n'importe quoi d'autre. Donc, voilà. L'histoire des langues fait en sorte qu'il y a un certain nombre de significations qui sont associées à un certain nombre de mots, et puis, voilà, on les récupère par héritage, etc. Et puis, donc, le caractère compositionnel des significations. Rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives. Donc, on voit bien là comment la parole parlée, définie de cette façon-là, à partir de l'arbitraire et de la compositionnalité, on voit bien comment la parole parlée est incapable de transmettre du sens nouveau. Alors, cette parole parlée, même si elle est incapable de transmettre du sens nouveau, il faut bien voir à l'esprit qu'elle fait presque le quotidien de notre expérience linguistique. Quand on parle la plupart du temps avec des gens, avec ses proches, etc., on parle pour dire des banalités, des choses que chacun sait déjà. Quand vous discutez, vous parlez du beau temps, d'un film que vous avez vu, etc. Enfin bon, un film encore c'est différent, mais bon, mettons qu'on échange, quand on échange des banalités, on est dans cette situation de la parole parlée, mais c'est pas seulement parce que ce sont des banalités, c'est aussi parce que en procédant ainsi, on pense ensemble à la même chose. On se dit rien de nouveau, certes, mais on pense ensemble à la même chose. Donc ça joue un rôle social, cette parole parlée. Elle joue un rôle social parce que c'est ça qui permet l'échange et de se dire on est dans le même monde. On reste d'ailleurs dans le même monde. On reste à ne parler que des choses qu'on connaît. On écoute, on ne fait que des choses qu'on fait déjà, qu'on sait déjà. Et on se comprend entre personnes qui parlent la même langue et qui partagent les mêmes, mettons, les mêmes références culturelles. Bon. Mais en tout cas, on ne produit aucune innovation sémantique, on n'apprend jamais rien de nouveau. On est toujours dans le même univers, éventuellement, mais par composition. C'est-à-dire, voilà, vous avez lu un livre de telle personne, et puis vous en lisez 25 autres, c'est la même chose, mais juste l'histoire est un peu différente. Bon, je pense à la paralittérature qu'on trouve dans les gares. Bon, mais il y a un plaisir à faire ça. Il n'y a pas on n'apprenait rien, mais enfin, il y a un plaisir. Bon. Alors, Merleau-Ponty, évidemment, s'intéresse surtout à la production du sens nouveau, mais il s'intéresse aussi quand même à la réception, à la lecture. Donc là, il prend cet exemple de Stendhal pour expliquer comment ça fonctionnerait, la parole, qui ne serait pas seulement la parole parlée. Parce qu'évidemment, les livres, quand on lit des livres, on lit parfois pour rester dans le même monde. C'est d'ailleurs la même chose pour la presse. La plupart des gens lisent uniquement la presse qui correspond au courant politique dans lequel ils se trouvent pour se renforcer dans le même monde, pour exister dans le monde où ils sont. Et c'est assez rare qu'on aille s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas, à ce qu'on connaît mal, etc. On a tendance, c'est une tendance tout à fait naturelle, à s'enfermer dans un monde, à rester tout le temps dans le même monde et à avoir peur dès que les significations deviennent incompréhensibles. Bon, alors c'est pas votre cas, vous êtes à l'université, donc vous êtes là pour tout le temps être dans des situations où vous êtes amené à apprendre des choses nouvelles. D'ailleurs, en vous expliquant ce concept d'innovation sémantique et en vous expliquant ce que ça signifie, je suis en train de pratiquer, d'ailleurs, avec vous, l'innovation sémantique. C'est-à-dire que petit à petit, dans tout mon discours, là, à la fin de ce cours, vous aurez probablement importé dans votre esprit
une signification nouvelle, qui n'était pas là ce matin quand vous êtes venus, à moins que vous soyez des spécialistes de Ricoeur ou de Merleau-Ponty. Mais voilà, vous allez acquérir un sens nouveau dans votre esprit, pas quelque chose que vous aviez déjà connu auparavant. Et ce n'est pas juste un mot nouveau du dictionnaire, hein, c'est un concept nouveau qui va modifier un petit peu les choses. C'est un peu ce qu'explique ici Merleau-Ponty. Le livre ne m'intéresserait pas tant s'il ne me parlait que de ce que je sais. De tout ce que j'apportais, il s'est servi pour m'attirer au-delà. Donc, la langue qu'on connaît. Hein. Vous lisez un roman de Stendhal en français, vous connaissez le français, donc vous apportez votre langue, ce que vous connaissez de la langue. À la faveur de ces signes, dont l'auteur et moi sommes convenus, parce que nous parlons la même langue, il m'a fait croire justement que nous étions sur le terrain déjà commun des significations acquises. Il s'est installé dans mon monde, puis insensiblement, il a détourné les signes de leur sens ordinaire et il m'entraîne comme un tourbillon vers cet autre sens que je vais rejoindre. Je sais, avant de lire Stendhal, ce qu'est un coquin, au sens une crapule, quoi. Et je peux donc comprendre ce qu'il veut dire quand il écrit que le fiscal Rassi est un coquin. Mais quand le fiscal Rassi commence à vivre, donc dans le roman, ce n'est plus lui qui est un coquin, c'est le coquin qui est un fiscal Rassi. Donc ce que nous dit ici Merleau-Ponty, c'est qu'un personnage de roman, quand il est marquant, quand il est original, bien fait, il devient une espèce de type qui fait que le sens du mot que vous possédiez déjà, vous savez ce que c'est qu'une crapule, un coquin, un escroc, tout ce que vous voulez. Bon, ben, le sens que vous attachez à ce mot va être modifié par la lecture du roman. Pas juste par l'explication d'une autre signification, mais par la lecture de tout d'un roman qui va dessiner un personnage. Comme là, pour vous expliquer la notion d'innovation sémantique, je ne peux pas me contenter de donner une espèce de définition en 3 mots. Je suis obligé de passer par toutes sortes d'explications, par des détours, pour que peu à peu, c'est ce que je fais avec vous, hein, je m'installe dans le terrain commun des significations que vous possédez déjà, et on va déplacer un petit peu ces significations pour introduire, faire une place à ce nouveau concept, à partir duquel les choses vont se réorganiser. Bon, alors, évidemment, le problème avec Merleau-Ponty, c'est le problème, c'est la limite si on veut, hein, c'est que sa façon de décrire la parole, l'opposition entre la parole parlante et la parole parlée est assez allusive. Hein. La parole parlante, elle apparaît quand l'écrivain détourne, dit-il, les signes de leur usage ordinaire, il leur fait subir une torsion secrète. Alors, vous voyez, tout ça, pour les linguistes, c'est un petit peu approximatif. Hein. On dit que l'innovation sémantique est un sens latéral ou oblique. Bon, on comprend bien pourquoi, parce que ça échappe à la compositionnalité. Mais ça reste, malgré tout, un peu trop allusif pour les linguistes. Alors voyons un peu ce qu'en dit Ricoeur, donc un très grand philosophe français qui est mort il y a quelques années maintenant, 1913-2005. Je vous conseille... dans les podcasts de France Culture, il y a une série d'émissions sur Ricoeur où il est interviewé. Ça a été rediffusé il n'y a pas très longtemps, je me souviens. Et je vous conseille d'aller écouter, c'est vraiment intéressant. Bon, au-delà de ce cours, hein, simplement par curiosité intellectuelle. France Culture, je crois que c'est dans l'émission des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Mais il y a une fonction recherche dans les podcasts de France Culture. Vous écrivez Paul Ricoeur et vous tomberez dessus. Bon, enfin bref. Donc Ricoeur, très intéressant, un des rares philosophes à avoir vraiment travaillé sur le langage, donc c'est pour ça que c'est un philosophe très intéressant pour les linguistes. Alors, des petites remarques techniques préalables. Alors que vraiment la notion d'innovation sémantique et l'opposition et la notion de parole parlante, c'est vraiment la même chose. Curieusement, Ricoeur ne se réfère pas tellement à Merleau-Ponty, alors que c'est plutôt un philosophe qui a tendance à citer ses sources, à les commenter, etc. Bon, curieusement, là, il n'y a pas tellement de référence à Merleau-Ponty au sujet de l'innovation sémantique. Et cette notion d'innovation sémantique, elle est utilisée par Ricoeur dans 2 livres très importants. La métaphore vive de 475 et Temps et récit 83, donc un livre en plusieurs volumes. Et donc, on va la trouver à la fois dans le champ du récit et dans le champ de la métaphore. Alors voici ce qu'il écrit dans l'introduction, dans le tout début de Temps et récit.
bien que la métaphore relève traditionnellement de la théorie des tropes ou figures de discours, et le récit de la théorie des genres littéraires, les effets de sens produits par l'une et par l'autre relèvent du même phénomène central d'innovation sémantique. Dans les deux cas, celle-ci ne se produit qu'au niveau du discours. Bon, alors ça c'est un point, si vous voulez, technique sur lequel on n'aura pas besoin de tellement insister, mais c'est assez évident pour nous aujourd'hui, mais à l'époque ça n'était pas forcément, c'est vraiment au niveau du discours que se produit ce phénomène. Et voici comment il décrit à la fois le rôle de l'innovation sémantique dans la métaphore et celui dans le récit. Donc d'abord avec la métaphore. Avec la métaphore, l'innovation consiste dans la production d'une nouvelle pertinence sémantique par le moyen d'une attribution impertinente. Alors, ce qu'on appelle attribution impertinente, c'est parce que très souvent la métaphore elle a la structure X et Y. Par exemple, l'exemple que Ricoeur commente 10 000 fois dans ce livre, c'est Achille est un lion, pour dire Achille est courageux. Donc vous avez bien une structure attributive. Mais Achille, c'est un être humain, c'est pas un lion. Donc c'est pour cette raison qu'on parle d'attribution impertinente. Dans la métaphore, il y a toujours quelque chose de bizarre de ce genre-là. Une étrangeté, une impertinence. Il y a un auteur italien, un linguiste italien, Michele Prandi, qui parle de conflit conceptuel. C'est une notion intéressante pour expliquer cela. Donc il y a un conflit conceptuel à un moment donné, ou tout au moins une impertinence sémantique, une attribution impertinente. Et la métaphore reste vive aussi longtemps que nous percevons, à travers la nouvelle pertinence sémantique, et en quelque sorte dans son épaisseur, la résistance des mots dans leur emploi usuel, et donc aussi leur incompatibilité au niveau d'une interprétation littérale de la phrase. Le déplacement de sens que les mots subissent dans l'énoncé métaphorique, et à quoi la rhétorique ancienne réduisait la métaphore, n'est pas le tout de la métaphore, il est seulement un moyen au service du procès qui se situe au niveau de la phrase entière et a pour fonction de sauver la nouvelle pertinence de la prédication bizarre menacée par l'incongruité littérale de l'attribution. Bon, tout ça est une façon un petit peu technique de dire qu'on a en effet avec la métaphore, on est obligé, on a quelque chose qui sort évidemment de la compositionnalité au sens restreint du terme, puisque pour comprendre Achille est un lion, c'est pas comme si vous aviez un lion dans un cirque ou je ne sais quoi qui s'appelle Achille. Là, vous dites Achille est un lion, oui, c'est le nom du lion, d'accord. Mais quand vous parlez de Achille, être humain, et que vous dites que c'est un lion pour dire qu'il est courageux, bon, il y a une sorte de déplacement, vous êtes obligé de faire des sortes de déductions pour résoudre ce conflit conceptuel, cette impertinence sémantique, et c'est là que ça va produire du sens nouveau. Alors, évidemment, dire être un lion, alors après, ça je ne vais pas avoir le temps de tellement le développer, mais il y a des métaphores comme Achille est un lion, comme dire que quelqu'un serait un lion pour dire qu'il est courageux, qui sont des métaphores complètement éculées, qui n'ont rien de très nouveau, mais elles l'ont été à un moment donné, nouvelles, et simplement après il y a des métaphores plus ou moins sédimentées, plus ou moins stabilisées. Alors voici maintenant ce qu'il dit au sujet du récit, qui nous intéresse peut-être un peu moins, mais enfin je vous le signale quand même. Avec le récit, l'innovation sémantique consiste dans l'invention d'une intrigue. Cette fois-ci, c'est plus une nouvelle pertinence sémantique, c'est l'invention d'une intrigue qui est une œuvre de synthèse. Par la vertu de l'intrigue, des buts, des causes, des hasards sont rassemblés sous l'unité temporelle d'une action totale et complète. C'est cette synthèse de l'hétérogène qui rapproche le récit de la métaphore. Dans les deux cas, du nouveau, du non encore dit, de l'inédit surgit dans le langage. Ici, la métaphore vive, c'est-à-dire une nouvelle congruence dans la prédication, et là, une intrigue feinte, c'est-à-dire une nouvelle congruence dans l'agencement des incidents. Des incidents. Donc dans le récit, il y a aussi ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment au plan, si on veut, du scénario, c'est-à-dire que un récit, c'est toutes sortes de choses qui se produisent, donc des buts, des causes, des hasards, etc. Et vous avez des récits qui sont stéréotypés, vous savez d'avance comment ça va se passer, il y a les gentils, les méchants, il y a une opposition, enfin bref, vous avez le schéma narratif qui vous explique tout ça. Et puis, il y a une véritable invention, une innovation sémantique, lorsqu'il y a un agencement différent des agencements habituels. Alors, donc, ces deux notions de parole
parlante et d'innovation sémantique, elle vise à nous expliquer pourquoi et comment, par quels moyens, on peut apprendre quelque chose de nouveau et pas simplement combiner des informations déjà acquises. Je veux dire que, par exemple, si vous lisez dans la presse qu'il y a eu des inondations à Marseille, bon, c'est une information nouvelle, mais ce n'est pas un sens nouveau. Parce que vous savez que Marseille est une ville, vous savez que y a je sais pas, des rivières, la mer, je ne sais quoi, qui peuvent provoquer des inondations, et puis il se trouve que cette possibilité, qui en pensée ne pose aucun problème, vous avez toujours eu la possibilité de penser il y a des inondations à Marseille, ça n'est pas une pensée nouvelle. Par contre, simplement, au moment où ça se produit, on vous dit, tiens, cette pensée potentielle que tu as, tu peux l'avoir là, ça se produit. Bon, donc il y a une espèce de référence à quelque chose de réel à partir d'une pensée déjà acquise. Donc ça, c'est quelque chose de... c'est juste une information nouvelle. Hein. Mais, par exemple, dans cette situation d'aujourd'hui, où j'essaie de vous expliquer la notion d'innovation sémantique, en vous disant que c'est l'acquisition d'un sens nouveau, l'intégration dans votre esprit d'un sens nouveau, je ne vous donne pas une information nouvelle. Parce que cette notion d'innovation sémantique, une fois que vous l'aurez bien intégrée, que vous l'aurez peut-être un petit peu travaillé en relisant le cours, en relisant les diapositives du cours, ou en lisant un extrait de Ricoeur, ou je ne sais quoi, cette notion, elle va être intégrée dans les notions que vous possédez déjà. Et vous allez désormais faire une différence entre sens nouveau et information nouvelle. Différence qu'a priori vous n'avez pas tellement de raison de faire précédemment et qui n'est pas forcément immédiatement accessible. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence extrêmement importante entre, bon voilà, on peut le formuler comme ça, entre une information nouvelle et un sens nouveau. Et comment on acquiert les sens nouveaux ? On acquiert des sens nouveaux, en tout cas pour ce qui concerne le langage, mais la même chose vaudrait pour de la musique, pour du cinéma, pour n'importe quoi. Hein. Par exemple, je sais pas, dans le cinéma, des auteurs comme Godard ou plus récemment comme Dumont ont apporté des choses entièrement nouvelles, des nouvelles façons de voir, nouvelles façons de regarder, etc. Hein, les films. Bon, donc, mais nous, pour ce qui concerne le langage, ce qui nous intéresse, on a donc cette possibilité d'accéder à des sens nouveaux, grâce à quoi? Grâce, on l'a vu, à la poésie, par exemple, qui va provoquer, grâce aux métaphores, etc., par exemple, hein, mais il y a toutes sortes d'autres procédés de l'innovation sémantique, les mots vont prendre une saveur nouvelle, les associations entre les mots vont être perçues différemment, vous allez voir certaines choses différemment. La philosophie, les sciences comme la linguistique, etc., tout cela vous enseigne des sens nouveaux, hein, qui vous modifient. Parce qu'à partir du moment où vous avez un concept nouveau dans votre esprit, il y a un réarrangement de l'ensemble de vos concepts qui se produit. Ce n'est pas juste un truc qui s'ajoute, hein. Ça modifie un peu tout. C'est un peu ce que disait Merleau-Ponty à propos du fiscal Rassi, c'est-à-dire la notion d'escroc, de coquin, pour utiliser le terme que Merleau-Ponty utilise, prend une tournure différente. Du coup, entre l'escroc, le petit malin, le salaud absolu, etc., il y a des relations qui vont être différentes, hein, et qui vont donc se constituer peu à peu. Alors, voici ce qu'on peut conclure donc au sujet de cette réflexion sur le texte. Donc, comprendre un texte, ça peut être simplement le décoder. On décode une information sur le monde, c'est ce qui se fait quand on lit la presse, par exemple. Hein. Donc là, ça décrit des situations, et puis, par référence, on sait quel est l'état du monde pour que la phrase ou le texte soit vrai. Hein. Ça repose entièrement sur une conception, mettons, frégéenne, du sens. En percevoir l'intention globale, éventuellement émotionnelle ou esthétique, sans nécessairement avoir une idée précise de la signification, c'est ce qui va se produire lorsque
bon, dans le cas prototypique de la poésie, hein, on n'a pas forcément épuisé la signification, mais on perçoit quelque chose sur un plan émotionnel ou esthétique. Et puis ensuite, il y a l'idée de comprendre, hein, comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris auparavant, dans diverses perspectives, hein, conceptuelles, esthétiques, historiques, etc. Donc, l'analyse linguistique des textes devrait pouvoir s'attacher à toutes ces formes du comprendre, hein, mais en réalité, selon les spécialisations, certains qui font de la sémantique plutôt formelle ou logique vont s'intéresser qu'au premier point, d'autres uniquement à l'aspect herméneutique. Donc, au fond, on peut rapporter quand même d'une manière générale le sens d'un texte à une pratique d'interprétation, et c'est ce que dit cette citation de Rastier sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, en disant que le sens du texte est immanent non au texte, mais à la pratique d'interprétation. Donc c'est la pratique d'interprétation qui produit le sens, ce n'est pas le texte tout seul. Nous reconnaissons que chaque lecture, savante ou non, trace un parcours interprétatif qui correspond à l'horizon du lecteur. La sémantique des textes, hein, donc ça on est bien du côté là, de l'analyse sémantique au niveau des textes, hein, la sémantique des textes, propose une description des parcours interprétatifs. Le sens actuel du texte n'est qu'une de ces actualisations possibles. Le sens complet serait constitué de l'ensemble des actualisations, en d'autres termes, l'ensemble des horizons possibles. Comme la notion même de sens complet reste illusoire, une description linguistique ne propose pas une lecture scientifique qui se substituerait aux autres, mais une identification des contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs. Donc vous voyez, ce passage est extrêmement intéressant. Hein, il indique bien pardon, ce que la spécificité d'une approche sémantique, donc linguistique des textes, par rapport à d'autres approches littéraires, stylistiques, etc. Enfin, quoique ça a une dimension stylistique. Donc l'idée, là, c'est que le linguiste, il aide à identifier des contraintes sur les parcours interprétatifs. On ne peut pas interpréter n'importe comment, il y a des contraintes qui sont explicitables dans le texte. Et puis le deuxième paragraphe, lui, indique l'idée que le sens donc n'est jamais terminé, hein, le sens d'un texte n'est clôturable que par l'arrêt de ses lectures, qui appartiennent à l'heure au passé, il quitte la tradition et la vie. Cette clôture témoigne plutôt d'une fermeture que d'une plénitude. Hein. Donc parfois le sens des textes est arrêté d'une certaine façon parce qu'on arrête de les lire. Hein. En revanche, les textes qui sont relus gardent un sens ouvert, leur sens a une histoire vivante, celle de leur tradition interprétative, etc. Donc vous voyez, il y a, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, il y a dans la dimension herméneutique dans la posture herméneutique qu'on est obligé d'avoir pour certains textes, hein, il y a une interprétation variable, instable, qui a une histoire. Donc, ce qu'on peut dire jusqu'à présent, hein, c'est que donc on a vu que tous ces niveaux de l'analyse sémantique, hein, niveau des mots des lexicaux, des mots grammaticaux, des phrases, des textes, on arrive finalement, et ça va être confirmé par le dernier point que j'examinerai en début de cours la semaine prochaine, on commence à bien voir que, en effet, l'étude du sens, selon le plan dans lequel je me situe, elle est complètement différente. Hein. On ne parle pas de la même chose. Le mot sens n'a pas tout à fait le même sens. Hein, quand on parle du sens d'un mot, d'un texte, d'une phrase, etc., etc. Voilà, donc je reprendrai à partir de là la semaine prochaine, et s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à la semaine prochaine.